Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille pour Une signature et vous, le podcast, quelqu'un qui est très attachant, vous le verrez. Il s'agit de Guillermo. Alors Guillermo, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, bonjour. Je m'appelle Guillermo Garcia et je suis un céramiste, peintre et une personne passionnée énormément de la vie. Je me définis comme ça. Ouais. La vie est importante. La vie, si. La vie, pour moi, c'est très important. Envers et contre tout. Oui, exactement. C'est ça. Exactement, c'est ça. Je viens d'un pays énormément mélangé de cultures, énormément mélangé de traditions, que en ce mélange, tout se perd et il naît de nouvelles choses. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas si les gens ont entendu à la voix, mais tu viens donc de Cuba. Je viens de Cuba, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Cuba, de ta vie là-bas? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti? Bien sûr, je suis né à Cuba, mais je suis né à Cuba en 1964. Déjà la révolution cubaine, qui est un moment nécessaire dans la société, parce que l'histoire de Cuba, c'est incroyablement, c'est une petite île, on va dire une petite île, un petit pays, mais est énormément complexe. Déjà, la colonisation de la île, c'est colonisé par les Espagnols, mais colonisé par les Espagnols en un moment que l'Espagne commence à naître comme un pays d'Espagne. D'accord. Et si tu t'imagines que là va arriver, par exemple, les gens de Galicia, les Catalans, nous parlent des pays, nous parlent des cultures qui sont complètement différentes. Et précisément, c'est avec l'expulsion des Moros en Espagne que l'Espagne est devenue vraiment comme un pays à unir tous. À part entière. Oui, exactement. Et à Cuba, arrivait tout ça, mais encore séparé. Est-ce que tu imagines toute la tension, en plus, d'un début, commençait la traite d'esclaves, qui aussi sont de différents pays, de différents langages, de différentes cultures. Après arriver les Chinois, qui sont traités comme esclaves. Après arriver les Japonais. Après arriver les Français. Et après arriver des Polonaises, des Juifs, quand la guerre... Bref, c'est le lieu où tout le monde se retrouve. Voilà, tout le monde sort. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés par Cuba à l'époque? Attirés par Cuba à cette époque, et sa facilité de vivre. D'accord. Parce que nous les Cubains, jamais affecté cette imposition de vie anglo-saxonne. Par exemple, les États-Unis est très facile de créer des quartiers, ils l'appellent communauté. Et c'est énormément sectaire. Voilà. Le Cubain, jamais nous sommes sectaires. Et en un quartier, tout le monde habite. Et tout le monde se mélange. Voilà. Et je pense que pour un étranger qui arrive, esa possibilité et esa facilité de que los otros te acceptent tout de suite d'appartenir à quelque chose et que partagent ton identité et la partagent parfaitement. Je pense que ça facilite un peu cette intégration et beaucoup de choses. C'est ça. Alors, c'est peut-être ce qui a généré chez toi, mais enfin tu l'as, je pense, dès ta naissance, énormément de créativité héritée de ta maman déjà. Et, ta maman, on sent, a quelque chose d'extrêmement créatif. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je regarde la signature de Guillermo et interprète un peu ce qu'il en est. Et ce qu'il ressort, donc cette créativité, donc elle peut se justifier aussi, elle peut être alimentée par toutes ces cultures, par tous ces gens très, très divers, très multiples. Mais ce que je vois, c'est 8-9 ans, un deuil, quelque chose que tu n'arrives pas à faire encore aujourd'hui, un deuil que tu n'arrives pas à oui, enterrer. Je pense que en ma vie me marqué, hay des personnes qui me marqué beaucoup. Oui. Una de las primeras personas que me marqué c'est mi grand-père.
Voilà. Mes grands-pères morts allaient là quand je suis allé là de 9 ans. Ah, d'accord. Et ça m'a marqué énormément. Terriblement. Je suis très attaché à lui. C'est un homme qui travaillait très dur dans la vie. Et c'est une personne qui n'est pas un grand niveau culturel, mais c'est un lecteur vorace. Donc un autodidacte en fait. Oui, exactement, exactement. Et c'est une personne qui elle ne savait pas lire écrire en une période. Et un jour, elle trouve son premier travail, elle va signer, elle ne savait pas comment signer. Il a dit non, tu vas faire l'empreinte. Et pour lui, ça l'a marqué profondément qu'elle commençait à regarder tous les cartels publicitaires pour comprendre comment s'écrit, comment se lit, tout ça. Et c'est comme ça qu'elle commençait à entraîner, voilà, parce qu'il n'a pas d'argent pour l'école, etc., etc. Et c'est sa volonté de tout le temps de... Et du coup, c'est devenu voilà, un boulimique de la lecture. Exactement. C'est formidable. Et un voyageur. Elle a voyagé beaucoup. Je pense que la littérature lui permettait ça, de voyager. Alors, on voit, je ne sais pas en quelle année tu es parti de Cuba. Je suis parti en 2005. Ah, donc tu es encore à Cuba. Entre 1980 et 1985, tu donnes l'impression de mettre en forme quelque chose, de bâtir quelque chose. Oui, bien sûr. Dans cette époque, nous allons dire qu'économiquement et politiquement, il y a un changement à Cuba. Changement qui se complètement, oui. Et un changement économique parce que des fois, c'est un pays, après de la révolution cubaine, nous sommes complètement dans une pression des États-Unis. Cuba, c'est nous jamais sorti d'une économie de guerre, c'est une économie limitée parce que les moyens sont limités et les moyens économiques aussi sont limités. Parce que nous dépendons, malheureusement, nous dépendons aussi de beaucoup de choses de l'extérieur. Et comme l'extérieur est dominé par la politique américaine, qui commençait en 1962, un embargo signé par l'ex-président mort Kennedy, l'économie de Cuba, c'est un jojo, c'est complètement. Et je suis d'une génération, comme on dit, la génération des crises, des crises économiques. Des fois, nous manque de farine pour faire des pains à la maison, ou nous manque des choses, tu vois. En fait, c'est habituel. Et c'est habituel, exactement. Ici, on a vu avec le Covid, hein, les gens ont manqué de farine, justement, voilà. Et c'était un mais peu c'est nous, c'est habituel. Mais nous adaptons. Tout le temps, nous cherchons ce système B, D, C. Inclusive, quand tu es fini l'alphabet, tu inventes d'autres lettres pour tout le temps rester. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en 80-85 pour toi? Pour moi, beaucoup de choses. Je pars à une guerre, je suis jeune, j'ai perdu une femme que je suis très amoureuse d'elle. Et je commençais à regarder complètement différent la société et commençais à voir un peu la corruption et beaucoup d'échanges. Beaucoup de choses qui se passent. Bon, continuez parce que c'est coupé. Mais bon, c'est pas grave. Et oui, beaucoup d'échanges dans ma vie. Et ça aussi m'est passé un miracle. Et j'ai trouvé la future maman de ma fille. Ah, c'est ça que tu bâtis, que tu construis, que tu mets exactement, en forme. Exactement. D'accord. Mais aussi, ça m'a basculé aussi. Ouais. Parce que c'est un moment inexplicable. Je pense que c'est extraordinaire. Devenir papa, je ne le crois pas. Et je me dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que on pense beaucoup devenir papa, mais ne commettre pas les erreurs de mes parents et de los autres que je vois alrededor, ¿no? Je suis la porte
de séparer de sa maman, qui finalement passé. Voilà. Je répétais un peu les erreurs de los autres, voilà, quelque part. Mais j'éduquais ma fille dans une confiance, dans une libération de la parole et de la honnêteté. C'est honnête, propre, transparent les uns à les autres. Et surtout, privilégier la communication. Pas comme papa ni fille, d'amis. De toute façon, on voit que tu es quelqu'un d'extrêmement enveloppant. Tu es presque maternant pour un enfant. Hein. Et avec les gens d'ailleurs, tu as ce comportement, tu enveloppes et tu aides, tu soutiens. Voilà, exactement. comme pourrait le faire une maman. Donc il y a une polarité féminine très forte qui peut justifier également cette créativité dont tu parlais tout à l'heure. Et mi maman, la présence, ma mère, c'est une femme, c'est une guerrière. Une force intéressante. Et elle a aussi née dans une famille énormément pauvre et elle aime le théâtre. Et quand trouve la révolution cubaine, la révolution lui donne sa possibilité de partir à La Habana et étudier théâtre, précisément à La Habana. Et elle devient une actrice de théâtre. Oui. Mais je crois, si j'ai bien tout compris autour de Cuba, à l'époque, tout le monde pouvait faire des études, non? Non. Avant de la Révolution. Ah, c'est après la Révolution. C'est après de la Révolution. C'est après de la Révolution que se libère à tout. D'accord. Réellement, la Révolution cubaine, attention, parce que les gens pensent que la Révolution cubaine, c'est un processus dictatorial, etc. Je ne vois pas un processus dictatorial comme par exemple, quand Pinochet ou autre dictateur d'Amérique latine arrive au pouvoir, la première chose que fermer sont les universités. Nous jamais fermé la université. C'est ça dont je parlais en fait. Nous ouvert la université pour tout, pour toute la science, pour tous les pensements, pour toutes les choses. Et jamais s'interdit la parole de dire ce que les gens pensent. Le problème est que aussi, malheureusement, comme toute la révolution, il y a des personnes qui interprètent de plus et se donnent le droit de censurer les autres. Tu vois? Mais jamais la révolution s'est fait précisément pour faire ça. Nous malheureusement, Fidel est une personne honnêtement ouverte à tous ces systèmes de... C'est quelqu'un que tu as connu? Oui, j'ai trouvé 3 fois dans ma vie. Et ça aussi m'a marqué beaucoup, énormément. Parce que... Ça change quelque chose dans la vie d'un homme, rencontrer une personne comme ça? Oui. Ah oui. Ouais. Et surtout con une personnalité comme lui. Déjà, Fidel, c'est une personne grande. Oui, il était imposant physiquement. Quand arrive, je ne sais pas, tout le monde le dit, hein, la pose c'était pour des... Les poils se dressent sur les bras. Et c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui écoute et qui parle. Et c'est une personne avec des niveaux d'information impressionnants. Elle connaît pratiquement beaucoup de choses. Voilà. Et même quand on donc c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement intéressé par tout. Fidel nous contait qu'elle dort, en esa époque, elle dort seulement 4 heures. Et tout le reste, elle travaille beaucoup. Elle passe beaucoup de temps à lire des informations, des sciences, des technologies, des politiques, de tout. Et ça lui donne... c'est un homme qui a créé une équipe de travail précisément pour que constamment arrive à des informations. Je me rappelle dans la cuisine de mi oncle en La Habana, que c'est l'endroit favori de lui, parce que c'est un homme qui aime beaucoup le café, et elle fait... elle aimait beaucoup préparer des fritures de bacalao, je ne sais pas comment ça s'appelle, Macao. Ah oui, d'accord. De Macao. Ouais, elle aime beaucoup ça. Et elle arrivait tout de suite, comme les gens le connaissent, préparer tout ça. Et dans cette ambiance, elle discutait de beaucoup de choses. Et quand tu viens, tu regardes le montre, c'est passé 4 heures et demie de parler de... Voilà. En plus, c'est une maison parce que mon oncle
est devenu ambassadeur de l'UNESCO pour l'Amérique latine en cette période. Et c'est une maison qui passait tout le monde. Beaucoup surtout d'intellectuels européens, mais surtout d'intellectuels latino-américains, que malheureusement on ne se connaît pas ici, mais ils sont des gens, ils savent bien sûr, un adolescent, ça te marque la vie, complètement. Évidemment. Mais je te dis que te marque la vie. Donc, c'est ce qui a justifié que chez toi, il y ait cette curiosité également, cette volonté de connaître, de comprendre l'histoire, de pouvoir expliquer les choses, les interpréter, les anticiper d'ailleurs, parce que si tu connais l'histoire, tu peux anticiper la vie. Exactement, tout à fait. Donc, cette curiosité te vient de là. Curiosité, oui. Parce que toi, tu avais quel âge à ce moment-là? Parce que tu... Ne sais, je ne me rappelle pas, mais je pense 14, 15, 16 ans. D'accord. Donc, après, il y a la rencontre avec la mère de ton enfant qui bouleverse ta vie. Ta maman, tu nous l'as dit, donc effectivement, c'est d'elle que tu tires cette créativité. Oui. Elle est comédienne. Mes papas aussi. Hein. Mes papas... Mon père... On le sent moins présent, ton papa. Hein. Si je peux me permettre, on le sent là sans être là. Oui. C'est quelqu'un Parce que papa, c'est... Non, mais il est surtout toujours réfugié dans sa tête. Oui. Il est toujours en train de penser, de réfléchir et de rêver. C'est un rêveur. Oui, oui, absolument. Oui. C'est pas un mal d'être rêveur. Non. Mais du coup, le réel, c'était plus compliqué pour lui. Oui, exactement. C'est ce qui ressort dans ta signature. Alors que toi, tu es capable d'être aussi un rêveur, de te réfugier dans ta créativité, etc. Mais on sent une capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être que c'est cette passion pour l'histoire, pour la compréhension des choses, etc., qui le justifie. On sent que tu es toujours aux aguets malgré tout, comme quelqu'un qui, cela étant dit, vu ce que tu décris de Cuba lorsque tu es enfant, vous manquez toujours de quelque chose, il y a toujours des mouvements, etc. Donc tu es peut-être un enfant aux aguets. Exactement. Sur le qui-vive. Tout à fait. Ce qui peut justifier que ça te reste encore aujourd'hui. En plus, une chose curieuse, de mon enfance, je me rappelle très peu que je suis avec les enfants. Tout le temps, je restais avec des personnes âgées et des personnes... Parce que j'adorais écouter la vieille histoire, la vieille chose, tu vois. Et mon grand-père, c'est une personne d'origine catalane et elle est amoureuse de la musique cubaine. Voilà. Elle à 5 heures du matin, elle se réveillait tous les jours. Et à 5 heures du matin, elle allume la radio, que je garde encore, c'est une vieille radio transistor, Philcon. Comme on faisait à l'époque. Oui, que toi, il faut que la bougie s'échauffe. Voilà, pour écouter un programme de musique campesine de l'époque, très populaire à Cuba. Et en ce moment, elle prépare le petit déjeuner, tout ça. Et après, elle vient me réveiller. Mais déjà, je suis réveillé, écouter toute cette histoire, toi. C'est lui qui m'a contaminé à la connaissance d'écouter la musique des troubadours, de la trova cubana, qui est une musique très intéressante. Et c'est lui qui me prenait un peu des choses vieilles, parce que tous mes amis sont des personnes âgées. D'accord. Mais ce que je peux comprendre, puisque à partir de 8 ans, entre 6 et 8 ans d'ailleurs, c'est avant le décès donc, de ton grand-père, entre 6 et 8 ans, tu te refermes beaucoup sur toi-même, comme si tu te sentais très différent. Donc ça peut justifier effectivement que tu sois plus attiré par des adultes que par des enfants. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que tu en arrives effectivement à faire de la sculpture, de la poterie, de la peinture? Qu'est-ce qui t'a amené, le cheminement pour arriver là? Bon, tu as fait un autre métier des petites, je suis comme ça. Des petits, je suis un créateur. Voilà. Je gagnais beaucoup de concours nationaux. Je me rappelle le concours de transit. Je participais beaucoup je suis attaché à la maison de la culture de mon village, comme plasticien, voilà. Et ma mère, comme travaille dans la culture, connaît beaucoup d'artistes. Et sont des artistes qui nous visitent régulièrement. Et moi-même aussi, je visite les ateliers des artistes qui sont aussi personnes, ne sont personnes jeunes, sont personnes un peu, voilà. Et tout le temps, mais je suis petit, tout le temps, écouter, regarder, etc., etc.
Et c'est après que je deviens d'Angola, de la guerre d'Angola, que je participe. C'est l'art qui me va aider à apaciguer, à tranquille. Tu te poses. Ah, bon, voilà, c'est l'art. C'est l'art, c'est la culture. Et je trouvais une thérapie merveilleuse, vraiment, et une liberté. Formidable. Ça sera malheureusement le mot de la fin, mais j'aimerais t'accueillir pour une signature et vous, mais cette fois en vidéo, prochainement, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Okay. Parce que je crois que tu as encore beaucoup de choses à dire. Okay. Mais effectivement, parler de l'art comme ça m'intéresse et on va le faire ensemble. D'accord. Okay. En ce qui vous concerne, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Guillermo et n'hésitez pas à laisser des messages et des commentaires. À très bientôt.